Madame, Monsieur, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Invité. Nous allons découvrir dans ce nouveau numéro les grandes actions accomplies par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, un ministère clé pour le développement de notre pays. En 9 mois seulement, qu'est-ce qui a été fait par la patronne de l'Éducation nationale? Et c'est avec Monsieur Kenny Calais, conseiller en lien avec les SU. Il est professeur d'université à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous avons pris part en tant que Télé 50 à une grande activité patronnée par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale. Il était question de publier le rapport d'activité de juin 2024 à février 2025, bilan et perspectives. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce document ? Merci beaucoup. D'abord, ce ferait que je commence par vous dire merci de m'inviter pour ce compte rendu qui est important. Nous croyons que lorsque vous avez une responsabilité d'État, vous avez de manière directe ou indirecte un mandat public, il vous incombe de temps en temps de revenir vers ceux sur qui s'exerce le pouvoir afin de leur dire ce que vous avez fait, des moyens de l'État, des moyens de la République a mis à votre disposition. Ce que effectivement a fait Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou Dinanga, c'était rendre compte pour les 9 mois déjà passés à la tête du ministère de choses qu'elle a accomplies avec l'administration, avec l'inspection générale, avec son cabinet et l'ensemble des fonctionnaires du ministère. Et il fallait donc rendre compte de ce qui a été fait le 8 avril dernier. En termes de rédévabilité, justement. Exactement. Il fallait une rédévabilité importante. Dans le cadre de ce ministère, nous avons 4 axes d'action. Le premier axe, c'est ce que nous appelons l'accès, qui consiste à mettre en place des dispositifs pour améliorer à la fois le nombre d'élèves qui sont inscrits, mais aussi améliorer les conditions de leur accueil en milieu scolaire. Sur cet axe-là, il faut noter d'abord que depuis que la ministre est là, il y a 404 écoles qui ont été remises aux établissements, donc 404 nouvelles écoles qui ont pu accueillir des élèves. Si vous multipliez par le nombre de salles de classe, ça fait un nombre important d'élèves qui ont pu avoir 404 écoles, nouvelles écoles qui ont été livrées dans le cadre du prolongement. C'est un chiffre important. Un chiffre important parce que vous savez bien que nous avons basculé dans la gratuité, ce qui a fait que nous avons aujourd'hui un appel plus important d'élèves qui ont besoin d'intégrer le système scolaire. Il faut donc que les infrastructures puissent suivre pour essayer d'être à la hauteur du nombre d'élèves qui viennent rejoindre, n'est-ce pas, la scolarité. Donc dans ce cadre-là, ça a été fait. 404 écoles, ce n'est pas encore fini. Les perspectives nous permettent d'espérer encore plus d'écoles. Ces écoles ont été construites dans le cadre du PDL 145 territoires. Exactement, c'est dans la continuité du programme de 145 territoires qui a été donc accéléré avec l'action et le soutien du chef de l'État pour que les écoles soient livrées à temps, permettant ainsi un plus grand nombre d'inscrits. Ce qui a d'ailleurs une incidence. Depuis 9 mois, nous avons au primaire 10% de plus d'élèves que nous en avions l'année dernière. Ça veut dire que nous avons 10% d'élèves qui autrement n'auraient pas pu intégrer le système scolaire, mais qui ont pu intégrer grâce à la gratuité, et les locaux nouvellement construits ont permis d'absorber, n'est-ce pas, à la mesure du possible, ce nouveau flot d'élèves qui sont pour nous une fierté. Alors, le président de la République avait décrété la gratuité de l'enseignement. Il y avait un besoin. La ministre d'État, comme vous le dites, a répondu justement à ce besoin, ce qui était lié aux infrastructures. Absolument. Mais est-ce que ces écoles, plus de 400 comme vous le dites, c'est quand même important pour le développement de notre pays. Est-ce que ces écoles ont été construites dans les normes? Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de ces nouvelles écoles, il y a une nouvelle norme qui a été mise en place par le ministère. Ces normes nouvelles de construction tiennent en compte les conditions, on va dire, climatiques de notre pays. C'est-à-dire que des classes aérées qui permettent une aération suffisante, des conditions thermiques suffisantes et de protection contre le soleil, contre les intempéries qui permettent aux élèves d'étudier même par temps de pluie ou par temps de froid. Ensuite, il y a aussi l'accès pour les personnes à mobilité réduite, les élèves qui ont des problèmes de mobilité, comme on dit handicapés. Et donc,
ces normes nouvelles de construction ont été intégrées afin que l'école puisse recevoir la totalité des élèves dans leurs conditions de mobilité et dans les conditions de température et d'aération suffisantes pour une formation paisible. Alors, au-delà des 400 écoles, quelle autre action? Oui, dans le cadre donc de l'accès, donc j'ai parlé de 400 écoles, j'ai parlé de 10% de nouveaux élèves qui ont rejoint le système. C'est important de noter ces chiffres-là parce que c'est une avancée majeure. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements, depuis 9 mois, nous avons lancé 60 ateliers correspondant chacun à une province éducationnelle qui a formé les éducateurs et éducatrices de la maternelle. Parce que pour nous, c'est important, nous considérons que l'école commence très tôt, elle commence à la maternelle. Il fallait donc que celles et ceux qui préparent nos enfants à la scolarité primaire soient formés et dans une continuité de savoir qu'ils vont aller au primaire, comment devraient-ils apprêter les jeunes élèves vers l'école primaire. Ça a été fait dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là aussi, de formation sur le leadership, sur la gestion administrative, sur la technologie de l'information et de la communication ont été produites à l'endroit des responsables de l'enseignement. Il s'agit ici des directeurs provinciaux, des inspecteurs de province. Il s'agit aussi des enseignants qui ont été initiés aux technologies nouvelles de l'information et de la communication pour que ces outils-là leur servent afin d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Donc ça a été fait aussi. Oui, là on est en train de voir justement les photos de cette grande activité qui avait eu lieu récemment, la publication donc du rapport d'activité de juin 2024 à février 2025, ce document. Je vais vous devoir présenter à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, ce document qui reprend justement toutes les grandes actions accomplies par la patronne de l'éducation nationale, Madame Raïssa Malou, dont plus de 400 écoles construites, comme le dit si bien Monsieur Kenny Calais, conseiller en lien avec l'ESU. Alors, au-delà de ça, monsieur le professeur, parce que vous êtes aussi professeur d'université, tout à fait. Ce document revient notamment sur l'assainissement du fichier de paye ayant généré une économie de 11 milliards de francs congolais à Kinshasa. C'est cela. C'est important de noter que parfois dans le système de fonctionnement de notre institution, il y a eu effectivement des cas d'enseignants qui ne sont plus d'enseignement de droit, mais qui sont restés dans le fichier de paye. Donc il a fallu faire une mission d'assainissement de ce fichier-là afin d'écarter effectivement les personnes qui n'étaient pas enseignantes et donc pour récupérer la manne financière qui est la paye qui leur était due. Dans ce cadre-là, pour la première campagne qui a été faite jusque-là, 11 milliards de francs congolais ont été récupérés donc pour le trésor public. C'est qui est une bonne chose. C'est une bonne chose importante parce qu'en parallèle de ces enseignants, on va dire, qui n'ont pas droit d'être payés, qui ne sont pas enseignants de fait, il y a aussi nombreux enseignants que nous appelons chez nous les non payés, les NP, qui sont en train d'enseigner, qui sont dans les écoles, mais dont la situation salariale n'a pas été encore réglée, faute parfois de moyens. Et donc, il s'agit ici de transvaser, n'est-ce pas, la somme récupérée par les enseignants, on va dire, déserteurs, pour le mettre à disposition de celles et ceux qui sont vraiment au travail. Et donc cette somme-là a été convertie en salaire pour celles et ceux qui étaient alors en train de travailler, certains parfois depuis 3 ans, depuis 4 années sans être payés. Ils ont pu enfin accéder à la paye parce que ce dégagement de 11 milliards a été fait et ça va être continué encore dans les provinces qui restent. Alors, à vous entendre parler, on sent que la ministre s'est démarque. En tout cas, au sein du gouvernement seminois, de par ses actions et même dans une sorte d'orthodoxie. Oui. On va également évoquer l'attribution de plus de 49 000 bourses scolaires à des filles dans les provinces du Kasaï. Pourquoi seulement le Kasaï? Oui, d'abord, pourquoi seulement les filles? Le projet est fait dans le cadre de ce qu'on appelle le projet PAF. C'est un projet d'aide à l'autonomisation des filles. Vous savez, M. Christian, que lorsque vous regardez le taux de scolarité au primaire, même au secondaire, vous allez voir qu'il y a un fort décrochage de filles par rapport aux garçons. Nos pratiques, parfois, ont fait que les filles ont été plus retenues à la maison que les garçons. Il s'agissait pour la ministre, elle a sa chevillée au corps, n'est-ce pas, de mettre sur la place publique, de remonter la représentativité des filles et donc le pousser à l'école. C'est dans ce cadre-là que les filles ont été particulièrement ciblées. Et donc vous avez là près de 50 000
filles qui ont été financées dans leur bourse scolaire. Cela leur a permis aux familles... C'est un coup de pouce important. Important qui leur paye les frais, qui leur paye n'est-ce pas, les objets classiques, qui leur payent les frais de participation aux examens nationaux. Les bourses n'existaient presque plus dans ce pays. N'existaient presque plus. Et là, c'est une bourse complète qui permet donc aux familles de n'avoir plus d'autres raisons d'envoyer leurs filles à l'école. Et donc, ça a permis encore un enrichissement du taux des filles dans les classes du Kasaï. Les Kasaï, parce que c'est un projet qui porte sur plusieurs provinces. Et Kasaï est la première province. Cela va continuer. Ça va aller palier par palier. C'est cela. Alors, on parle également de l'officialisation du serment du citoyen dans les établissements scolaires, ainsi que la campagne de recrutement fondée sur le mérite lancée dans 8 provinces. C'est cela. Et donc, il y a deux choses importantes qu'il faut noter. C'est que si pendant longtemps le recrutement a été fait d'une certaine manière, il a fallu ici revenir aux fondamentaux du recrutement, c'est-à-dire un recrutement qui n'est basé que sur le mérite, c'est-à-dire un examen sérieux, rigoureux, écrit et oral, et jusqu'à un examen de cours que l'enseignant va donner un cours devant les inspecteurs, et donc la totalité de son évaluation lui permet d'avoir un poste ou pas. Donc il n'y a plus de recommandations, il n'y a plus de cooptation, tout est basé sur un mérite, tout est clairement défini par un examen à la fois transparent et précis qui permet d'évaluer et ainsi de recruter les meilleurs aux meilleurs postes. Ça a été fait, c'est plus de 5000 enseignants déjà en cours. Ensuite, il y a la campagne de la nouvelle citoyenneté, parce que vous rappellerez que les ministères s'appellent à la fois Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté. Exactement. Parce que nous croyons fortement que l'école n'a pas seulement vocation à former des têtes, il forme aussi des cœurs et des esprits, c'est-à-dire des hommes et des femmes, un but de leur patrie et qui travaillent pour elle et pour son épanouissement. Et pour cela... Très bien dit. On voit que chaque membre du gouvernement reprend ça. Et j'ai vu le ministre Mouyaya. Oui. J'ai vu la première ministre aussi. Première ministre aussi. Donc d'ailleurs, je vous invite, M. Christian, à faire votre vidéo. Vous avez une audience. C'est quoi l'objectif en faisant tout ça? L'objectif, c'est de montrer. Le serment du citoyen dit que je m'engage à servir mon pays dans la loyauté, dans la fidélité. Le serment dit que je respecterai mes compatriotes, je respecterai les biens d'autrui et je travaillerai toujours en tout lieu pour l'unité nationale. C'est important que nous disions cela, parce que le mot ne sont pas seulement de paroles en l'air, le mot sont aussi... on n'agit que parce qu'on a entendu de choses, et ces choses qu'on a bien ingurgitées nous permettent parfois de transformer les choses. Et c'est à nos enfants, c'est important de savoir que la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement au fait qu'il ait réussi sa petite vie ou sa petite maison, mais dans la contribution, n'est-ce pas, qu'il aura eu dans l'épanouissement de la société à laquelle il appartient. D'où le serment des citoyens pour chaque citoyen de la République. On va dire que c'est donc une innovation de la ministre de l'Éducation. C'est une innovation qui est maintenant nationale et qui s'applique à la totalité des citoyens de la République. Alors ce rapport met en évidence les efforts déployés pour renforcer la gouvernance du système éducatif, améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, promouvoir les valeurs de la nouvelle citoyenneté et accélérer la transformation numérique du secteur. Explication. Oui. Je crois d'avoir parlé des premiers éléments que vous avez évoqués. Je voulais rester un peu sur la transformation numérique du secteur. Nous avons un territoire immense, il faudrait se rendre compte. Oui. Il est immense et le numérique a cette qualité de raccourcir les distances, de permettre qu'en tout lieu, les distances disparaissent parce qu'on peut se connecter, on peut intervenir, on peut interagir avec plus distant que soi. Et dans ce cadre-là, la ministre d'État, Raïssa Malou, a pris un arrêté qui est un arrêté révolutionnaire sur l'enseignement à distance. Elle crée donc les conditions d'apprentissage à distance pour qu'un élève qui s'est cassé une jambe pendant un mois, autrefois a raté les cours pendant un mois, aujourd'hui l'élève pourra suivre sa formation à distance. Pour les élèves déplacés dans le contexte parfois de nos crises, à la fois sécuritaires mais aussi climatiques, oui. Une école qui a connu une inondation, pendant 2-3 jours, les élèves peuvent suivre les cours à distance. Et ça permet aussi de former les enseignants à distance. Ça permet aussi de mettre à disposition de toutes les écoles de la République des outils numériques qui leur permettent de s'en servir pour leurs besoins pédagogiques. Donc c'est un ensemble important. Comment est-ce que le personnel enseignant accueille cela, cet outil numérique Le personnel enseignant l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il lui apporte non seulement du contenu pédagogique, mais il lui apporte aussi sa propre formation. C'est-à-dire qu'en tout lieu de la République,
On n'a pas forcément besoin de se déplacer vers la capitale ou vers les grandes villes pour suivre sa formation ou pour s'améliorer en tant qu'enseignant. Et toutes ces plateformes d'enseignement à distance permettent justement que le territoire national soit quadrillé et réduit, permettant aussi une meilleure pédagogie sur l'étendue du territoire. Alors, je venais de diffuser d'ailleurs dans notre journal récemment la cérémonie d'inauguration de la salle de correction des examens. Examen d'État. Qu'en est-il ? Oui, nous avons aussi sur le plan des évaluations qu'on appelle certificatives, le test que l'on fait en sortie de 6e primaire, le test que l'on fait pour l'orientation et l'examen d'État que vous connaissez. Et les problèmes que nous avions, il était double, le problème de la durée, combien de temps ça prend pour corriger les copies. C'était un casse-tête, C'était un casse-tête depuis toutes ces années. Toutes ces années, et la question aussi de garantir la fiabilité de l'examen. Et donc ces questions-là ont été résolues en majeure partie. D'abord sur la durée, vous vous rappellerez que déjà, lorsque nous commencions au mois de juin, nous avions déjà raccourci de 15 jours la durée de publication des résultats de l'examen d'État. Cette fois-ci, nous espérons faire encore mieux, mais nous en parlerons quand nous l'aurons fait. Nous avons une nouvelle salle de correction avec de nouvelles machines, un nouveau logiciel de correction qui permet non seulement d'aller vite, non seulement d'aller de manière plus précise dans la correction, mais aussi ce logiciel permet de trouver ou de détecter de cas éventuels de fraude systémique qui auraient pu avoir lieu dans un centre ou un autre. Donc c'est un logiciel à la fois de performance en termes de temps, de performance en termes de qualité, mais aussi de performance en termes de surveillance de l'examen d'État. Ce qui est une bonne chose, hein. C'est une belle innovation. C'est une innovation. Ça apporte la rapidité aussi. Rapidité. Donc ça veut dire que les élèves qui vont participer à l'exétat n'auront plus à attendre pendant longtemps. Pendant longtemps, parce que pour un élève qui n'a pas réussi, il a besoin de le savoir très vite afin qu'il se prépare à sa scolarité prochaine. Pour une famille, c'est important de savoir est-ce que mon fils et ma fille ira-t-elle à l'école ou ira-t-elle à l'université l'année prochaine. Donc plus tôt nous avons le résultat, plus tôt les parents se préparent, plus tôt les élèves se préparent eux-mêmes à reprendre leur année si malheureusement ils n'ont pas réussi. Et ce logiciel-là qui intègre l'intelligence artificielle permet cette vitesse, elle permet cette correction efficace et contrôlée qui est un gage de la qualité même de l'examen auquel l'élève a eu le droit. Alors, j'aimerais qu'on parle de la fonction enseignante, oui, de l'enseignant congolais. Tout à fait. En 9 mois, qu'est-ce qui a été fait? On sait que la ministre en avait fait l'une de ses priorités, l'amélioration des conditions sociales des enseignants. On a assisté récemment à la mise en place d'une commission qui va suivre les accords des Bibois. Pouvez-vous nous en parler? Oui, nous avons eu en mars 2024 les accords de Bibois qui avaient pour rôle d'améliorer les conditions sociales des enseignants. Et dans cet accord-là, des engagements ont été pris. C'était un accord paritaire entre les syndicats et le gouvernement. Mais la ministre a tenu à ce que ça ne soit pas seulement fait là, mais qu'il y ait une commission composée en majeure partie d'ailleurs de syndicalistes qui permettent de suivre les recommandations qui ont été faites pour qu'on puisse savoir au jour qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été promis et comment cela avance. Parce que parfois, on a fait des promesses qu'on n'a pas suivies, on a fait des promesses qu'on n'a pas ensuite tenues, ça a posé problème de confiance. La ministre voulait que la confiance soit toujours là et donc on a fait ce travail-là. Il y a une commission de suivi des accords qui travaille. Il travaille sur la question des carrières des enseignants, la question de rémunération, sur la question de la retraite, sur la question même de pédagogie, la question de gouvernance. Toutes ces questions-là sont là étudiées et ce n'est pas seulement des études qui sont faites pour réunir les gens, il s'agit d'arracher pas à pas de nouveaux droits, de nouvelles garanties, de nouvelles choses pour les enseignants. Ce qui a été fait au début de l'année scolaire avec une augmentation de 50 000 francs qui a été donnée aux enseignants, mais il s'agit ici d'aller plus loin, d'aller encore mieux, mais cette fois-ci non pas par de coûts médiatiques, mais dans un cadre précis qui permet vraiment une évolution naturelle et progressive de droits des enseignants. Ça rassure. Ça rassure l'enseignant de savoir que le ministre ne va pas apparaître seulement au mois de juin avant la rentrée, mais au jour le jour, une commission travaille à l'amélioration des conditions sociales. Alors comment se porte la gratuité de l'enseignement? On sait que le président tient beaucoup à ça. Oui. Ça fait vraiment partie de sa vision depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019.
comment se porte la gratuité, qui parfois avait fait l'objet des polémiques à l'époque, avant l'arrivée de la ministre. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour que ça soit consolidé? Qu'est-ce qu'elle a fait durant 9 mois? La gratuité est consolidée dans son idée première qui consiste à ne laisser aucun enfant de la République au bord de la route, qu'importe les conditions sociales de sa famille, que chaque enfant de la République ait droit à l'éducation. Ça, c'est un acquis et nous y travaillons tous les jours. La contrepartie de la gratuité, c'est que vous avez donc un accroissement du nombre d'élèves qui maintenant rejoignent le système qui autrefois n'aurait pas pu par manque de moyens. Et donc il fallait suivre la gratuité. Ces élèves se comptent par combien? Aujourd'hui, nous avons 10% de plus qu'avant. C'est-à-dire on parle minimum de 3 500 000 élèves qui ont rejoint le système scolaire, qui n'auraient pas pu rejoindre s'il n'y avait pas de gratuité. Donc 3 500 000 élèves que l'on arrache à la rue, qu'on arrache à l'ignorance, c'est un coût énorme pour la République, mais c'est un investissement majeur pour l'avenir de la République. Et donc nous y travaillons, d'où d'ailleurs la construction de nouvelles écoles pour absorber les flux toujours importants et utiles de ces élèves-là, d'où aussi la formation des enseignants pour que ceux-ci soient à même de faire face à ces nouveaux profils parfois d'élèves. Et donc tout ce travail-là est fait dans un seul but, c'est permettre une gratuité efficace. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas seulement que les élèves apprennent, mais qu'ils apprennent dans les bonnes conditions et qu'ils apprennent aussi par des enseignants qui eux-mêmes sont formés et dont nous voulons adjoindre à la quantité toujours l'exigence de la qualité. Alors, je vais lire ce qui est écrit dans ce document. L'amélioration de la gouvernance éducative a été une priorité majeure au cours de la période de juin 2024 à février 2025 face aux défis liés à la gestion des ressources humaines, à la modernisation des administratives et à la transparence dans les évaluations scolaires. Des réformes importantes ont été entreprises pour renforcer l'efficacité du système éducatif et optimiser l'utilisation des ressources publiques. Que comprendre à travers cette approche? Cette approche, c'est l'approche de la rationalisation. Nous voulons que les choses soient rationalisées. L'État a des moyens, certes, mais les moyens de l'État ne sont pas illimités. Et la responsabilité politique d'un dirigeant politique, d'un responsable politique, c'est d'utiliser à bon escient les moyens que l'État lui donne. Voilà pourquoi nous avons rationalisé, c'est-à-dire que dans l'attribution, dans l'engagement de l'État, nous avons voulu être efficaces, éviter de perte d'argent, éviter de perte de temps, éviter de perte de ces choses qui finalement fait que l'action politique se dilue parce qu'elle n'a pas été efficace. Nous cherchons pas seulement à faire, mais à faire efficacement. Alors, en tout cas, moi, en tant que journaliste, il faut commenter. Je souhaiterais à ce que la ministre continue son travail parce qu'elle a un bilan largement positif. Plus de 400 écoles, c'est pas rien. Alors, l'émission est arrivée à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui, un dernier mot, c'est de dire que la tâche à laquelle nous sommes appelés est une grande tâche. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants et par là même nous construisons la nation. Et donc la tâche est immense et je voudrais dire aux familles congolaises à laquelle j'appartiens moi-même que nous avons des hommes et des femmes au ministère, dans l'administration, à l'inspection générale, qui travaillent à ces conditions d'amélioration-là. Et nous pouvons faire confiance à l'équipe aujourd'hui en place. Alors, la ministre qui est une femme, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces réussites au sein de ce ministère, est-ce que ça vient mettre fin à ce stéréotype comme quoi la femme congolaise ne pouvait rien? Je pense que s'il fallait une démonstration de cette idée reçue que la femme serait moins efficace que l'homme, la ministre Aïssa Malou en fait la démonstration magistrale et d'autres ministres. Je pense ici à Mme Wagner qui fait une démonstration magistrale. Je pense que c'est une vieille idée. Tous ceux qui ont été au contact de grandes femmes, de femmes efficaces comme celle-ci, comme d'autres, tous ceux qui ont été au contact de femmes simplement au travail, ont pu voir que sur le plan de l'accomplissement du travail, de l'efficacité, des résultats, il n'y a pas de sexe. Merci beaucoup, professeur Kenny Calais. Je rappelle que vous êtes conseiller en lien avec l'ESU. Merci pour toutes ces explications claires et objectives. C'est moi qui vous remercie, M. Christian. Voilà qui met fin totalement à cette émission. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi partout dans le monde grâce à Télé 50.